Bienvenue dans La Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Salut tout le monde et bienvenue dans La Brigade, épisode 10. Mon nom est Pascal Villeneuve. Je ne suis pas accompagné de Jean-Philippe Forgue. Par contre, Jean-Philippe Fortin, lui, est bel et bien présent. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on reçoit notre collaborateur Philippe Villeneuve, ou Phil Sens, que vous le connaissez mieux sous son nom de Phil Sens avec TikTok, avec qui nous allons discuter de la situation, disons, problématique de la défensive des sénateurs pour essayer d'apporter des solutions à l'entraîneur DJ Smith. Plus tard, on reçoit l'artiste Squirrel Noir, le grand Manitou de la musique thème de La Brigade, que vous entendez au début et à la fin de l'épisode. Pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur pour aujourd'hui, Jean-Philippe Fortin. JP, il se passe quoi dans Warm-Up aujourd'hui? Ça va bien, ton nouveau rôle d'animateur? Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai été appelé en renfort. On a notre JP Forgue qui joue maintenant en supériorité numérique. Il s'est rajouté quelqu'un dans sa famille, un petit bébé qui est né cette semaine. On prend la relève pour lui dans l'épisode de cette semaine. Exactement. Donc, Jean-Philippe, pour faire son annonce, quittera jusqu'aux fêtes pour être au chevet de son petit garçon Laurent. Donc, toutes nos félicitations à sa conjointe et lui pour la venue de ce petit. Et l'équipe de la brigade palliera à son absence pour prendre la relève. Yes, puis on l'a déjà mis, là, ça va être un de nos invités dans 7 ans, je pense, à peu près. Oui, tout est prêt pour son entrevue. Pascal, depuis notre dernier épisode, on a un C qui a été apposé sur un chandail et c'est sans surprise Brady Tkachuk qui est le prochain capitaine de l'Organisation des sénateurs, donc le 10e de l'histoire. Est-ce que moi j'ai une question trivia, là, je me demande si on prend un partisan des sénateurs aujourd'hui puis qu'on lui demande de nommer les 10 capitaines de l'histoire. D'après moi, avant Alfredson, je suis pas certain qu'il y en a beaucoup qui auraient la bonne réponse. Et non. Moi qui étais un grand fan, j'ai la misère j'ai même oublié Jason Spezza dans l'équation, fait que les Sens sont frappés, et c'est pas frappés, là, je dirais terrassés par la COVID-19. Première équipe de la Ligue nationale à avoir autant de cas de COVID-19. Donc, présentement, au jour où on enregistre, donc le 12 novembre, pas loin de 10 joueurs réguliers sont sur la liste de la COVID-19. Tu sais, elle est rendue où la limite? Ça va prendre combien de joueurs pour On dirait que la Ligue ne veut pas rien faire avec ça. Ils se disent qu'il y a assez de profondeur dans les équipes pour jouer des matchs quand même. Puis, à quelque part, c'est un calendrier qui est assez difficile à gérer, j'imagine. Moi, en autant que... c'est la sécurité des joueurs qu'on veut qu'ils soient respectés. En autant que ça, c'est respecté, puis qu'ils poussent la note, comme je peux peut-être être prêt à accepter, mais c'est pas évident, là. Puis tu sais, les Sens l'année passée, je pense qu'ils n'ont pas eu un cas l'année passée, un cas de COVID. Non, c'est vrai. Il y a eu Vancouver où ça a rentré. Il y a beaucoup d'équipes où ça l'a rentré. Fait que je pense que tant que ça n'a pas rentré dans ton équipe, puis que les joueurs se sont pas... Tu sais, oui, il y a le vaccin, mais qu'ils se sont pas donné l'immunité en l'ayant en plus... on dirait que toutes les équipes, à un moment donné ou à un autre, vont comme y passer. Ceux qui ont à l'avoir vont l'avoir. Puis on est quand même chanceux parce que jusqu'à maintenant, on parle juste de symptômes légers. Je pense qu'ils ont tous des symptômes. Oui. Rien pour amener quelqu'un à l'hôpital ou de dire que ça va... je sais pas si on se rappelle d'Antoine Roussel l'année passée qui, un mois après, toussait encore creux puis avait encore de la misère avec ses poumons. Je pense que pour l'instant, en tout cas, là, qu'on parle de joueurs aussi impactés. Donc, je suis pas certain du protocole. Est-ce que c'est un 2 semaines automatique? Est-ce que c'est 2 semaines après la fin des symptômes? Est-ce que pour combien de temps qu'on les perd un coup qui est dans le protocole? Ouais, c'est ça l'éternelle question. Puis ce lot de cas de COVID-19-là apporte des bons côtés pour certains joueurs. Le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. C'est en plein ça. Donc, ça a été le début de la Ligue nationale pour Egor Sokolov et pour Lassie Thompson. Comment tu les as trouvés à leur première... Sokolov a joué 2 matchs en date du 12 novembre, puis Thompson a joué un match. Donc, comment tu les as trouvés, mon Pascal? Sokolov, on a eu qu'est-ce qu'on s'attendait de lui, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer physique, il est capable de coaster un peu, attendre de se faire donner la rondelle. C'est pas lui qui va la transporter. Un très bon tir. Sa faiblesse, ça a toujours été le patin. Le patin, ça se travaille. On dit qu'il l'a amélioré, mais c'est quand même pas élégant. Là. Il y a des fois où, quand il commence à patiner, puis quand il se met en vitesse, quand il a le temps, c'est bon, mais quand il part de zéro, puis qu'il se promène en zone neutre, puis qu'il c'est pas élégant. Donc, j'étais très enthousiaste puis très positif pour son futur, mais après l'avoir vu,
pas mal tout me convainc, sauf son patin, que je pense que ça peut être assez pour que ça y prenne encore quelques années avant d'avoir une place stable s'il y en a une. Mais puis, il est imposant, ça a de la sang. Absolument. Là, en plus, avec le numéro 75, là, on dirait qu'on n'a pas peur de le manquer. Puis, je te pose une question, peut-être que tu vas me répondre. Là, j'ai essayé de chercher, mais c'est quand est-ce la dernière fois qu'on a eu un prototype power forward, désolé l'anglicisme, mais de ce genre de joueur-là, un joueur aussi gros, aussi pesant en attaque, tu t'en souviens-tu du dernier? Ben, je pense que c'était Chiasson. Ah, Alex Chiasson, c'est vrai. C'était peut-être Alex Chiasson qui avait le 16, qui a fait le temps qu'il a fait, là, Chason, là. Ou peut-être Nick Paul. Il est basé un peu peut-être sur une moule à Nick Paul, encore un peu plus pesant, encore un peu plus imposant. Oui, puis Nick Paul, tu vois, ça a été long, Nick Paul, hein? Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Non, lui aussi, son patin, c'était limite. Puis, fait qu'il y a des joueurs qui ont besoin de maturer, qui ont besoin que les années fassent leur effet. Puis, je pense qu'avec lui, on peut être patient. Mais je pense que si on a besoin puis qu'on l'appelle, il sera pas un problème non plus, là. Il mettra pas l'équipe dans le trouble. Donc, non, j'étais quand même content, mais il va pouvoir retourner travailler encore. En plein ça. Tout ça pour dire que Sokolov et Lassie Thompson ont fait des belles premières impressions à leur premier match dans la Ligue nationale. Lassie Thompson, on va en reparler avec Philippe tantôt. Là, on en parle quand même beaucoup, mais c'était somme toute positif comme en plein ça. En date du 12 novembre, donc comme j'ai répété tout à l'heure, les Sénateurs ont une fiche de 3 victoires, 9 défaites et un revers en prolongation. Une victoire, 8 défaites et un revers en prolongation lors des 10 derniers matchs se retrouvent au dernier rang de la division Atlantique, derrière le Canadien de Montréal. Après 13 matchs, c'est 45 buts accordés, moyenne de 3,45 buts par match. C'est 447 lancers accordés à l'adversaire, moyenne de 34,3 lancers par match. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Pascal? Est-ce que dans ces 13 premiers matchs-là, tu t'attendais à avoir cette fiche-là ou tu t'attendais à être beaucoup meilleur? Moi, je m'attendais à ce qu'on soit un peu meilleur que ça, définitivement. Beaucoup meilleur, je le sais pas, parce que le point d'interrogation, ça restait quand même la défense, où il y avait eu quand même beaucoup de changements encore, des gars qu'on est allé chercher, comme les Del Zotto, les Holden, qu'on est allé chercher à l'extérieur pour venir combler des postes. Donc, tu sais jamais comment ça va se placer. Puis, écoute, là, je pense qu'il y a juste l'Arizona là, qui est pire que les Sénateurs. Fait que c'est pas Jojo, là. Veux pas. Oui, il y a des blessures, il y a la COVID, il y a eu tout ça. C'est pas vraiment mieux que l'année passée. C'est vraiment le même début de saison à peu près que l'année passée. On aurait fait à peu près encore la même chose, right? On est allé chercher, on est allé signer des gars d'expérience pour qu'ils viennent prendre la place en défensive, puis parce que, puis on va en reparler encore tantôt aussi, parce que nos jeunes défenseurs sont pas prêts, sont pas là encore. Donc, toutes les statistiques que tu as nommées tantôt, je pense que tout ce que ça fait, c'est que ça met en lumière où est le problème. Ça met un gros spotlight là, directement sur la défensive. Les gardiens de but, je pense pas qu'on peut les blâmer cette année. On a eu des performances, sans dire spectaculaires, honnêtes. On a eu des performances où les gardiens nous ont pas mal gardé dans le game. C'est ce que tu demandes à ton gardien. Garde-nous dans le game jusqu'à la fin, à 1-0, à 2-1, à un but jusqu'à la fin. On peut dire qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. L'attaque, c'est correct, malgré que dernièrement, on dirait qu'il n'y a rien qui veut rentrer. Là. Les gars essayent, puis c'est des poteaux, c'est des arrêts spectaculaires du gardien, c'est des déviations. Alors que les déviations de l'autre côté, on dirait qu'à chaque fois, trouvent 2 patins avant de rentrer puis de déjouer nos gardiens. Là. Je pense qu'on a les Sens ont progressé dans plusieurs aspects, mais ce qui reste encore vraiment difficile, c'est la défensive, puis faut être encore patient, ça s'en vient. C'est le mot, être patient pour les Sénateurs. Je pense qu'ils vont réussir à remonter la côte puis à jouer plus autour de 500 pendant une bonne partie de la saison. Je pense pas qu'il faut tomber en mode Shane Wright pour tout de suite. Là. Non, je suis très d'accord avec ça. Abandonnons pas tout de suite. Restez à l'écoute. Dans un instant, on reçoit Phil Villeneuve. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Alors, pour la deuxième segment de l'épisode, on reçoit Phil Villeneuve, Phil Sens. Vous le connaissez de TikTok, vous le connaissez un peu de Twitter aussi. Il est venu nous voir quelques fois. Aujourd'hui, on a pensé peut-être utile de le faire venir puis de jaser avec lui. Moi, j'appelle ça un peu le cheval dans la salle de bain, l'évidence même qu'est la situation des défenseurs. Phil, bienvenue dans la brigade encore une fois. Merci beaucoup. Je pense que ça va être une conversation assez
assez intéressante. Assez dirigée vers certains individus. Exactement aussi. On va essayer de ne pas s'acharner sur un joueur en particulier, même si on aurait le goût. On va essayer de passer en revue. Dans le fond, ce qu'on aimerait jaser avec toi, Phil, c'est de voir un peu comment ça s'est passé depuis le début pour chacun des défenseurs. Essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire d'ici court terme à moyen terme en attendant que les jeunes arrivent. Puis, ça ressemble pas mal à ça, ce qu'on aimerait jaser. Les Suns, c'est assez facile de dire que la défense a été leur plus gros problème cette saison. Je pense que notre attaque, super bonne production, on score des buts. Gustafsson, Murray, Forsberg, les trois ont été solides presque à chaque match. Mais la défense, c'est des gros problèmes. Le groupe en général ont beaucoup de misère à dégager le devant du filet. Beaucoup de buts qui sont arrivés comme ça. Mais je pense que si on veut commencer sur du positif, c'est Thomas Chabot. Comparé à la saison dernière, je sais pas ce qu'il a mangé pendant l'été, mais il a beaucoup travaillé puis je pense qu'il est encore meilleur cette saison. Il a l'air plus intelligent à la glace. On l'appelle l'homme aux 3 poumons. C'est sûr que ce gars-là, il a 3 poumons. Il s'en est fait greffer un pour jouer autant de minutes puis avoir de l'air encore calme, avoir de l'air comme il embarque sa glace, ça n'a jamais de l'air pressant. En arrière du but, calme, regarde ses options. Appuie l'attaque quand tu le vois rentrer, là, quand il devient comme le 4e attaquant ou qu'il devient le 2e joueur dans un 2 contre 1. Ça rappelle un peu là, les belles années de Karlsson, si on veut. Si je peux me permettre, moi, ce que j'aime de Thomas Chabot présentement, ce que je trouve en comparaison de l'année passée, je trouve qu'il a steppé up sa game un peu plus, puis son rôle de leadership paraît de plus en plus sur la patinoire. Dans le fond, on voit très bien que c'est lui le défenseur numéro 1, puis il va devenir un défenseur élite de la Ligue nationale. Ça arrive de temps en temps qu'il fait quelques bourdes en défensive. Là, on est le 12 novembre, donc c'est le lendemain du match contre les Kings de Los Angeles. Et le deuxième but, c'est sa faute. En fond, il a fait un revirement en zone neutre, puis le jeu a reviré de bord, puis les Kings ont marqué le deuxième là-dessus. Fait que des fois, ça arrive du côté de Chabot de faire quelques erreurs, mais dans l'ensemble, il connaît un bon début de saison. Au volume, comme dit Pierre Houd, au volume, il est dédié à faire quelques erreurs. Ça va arriver, c'est certain, au nombre de minutes qu'il passe sur la glace. C'est ça. Mais encore là, même sur le but, je pense que hier, c'était le festival des déviations. Là. Ouais. Pas été chanceux, je pense que ça a dévié 2 fois. Il faut s'y attendre des fois, comme tu viens de dire. Il joue tellement de minutes, mais c'est un joueur que DJ Smith, il a beaucoup de confiance en lui. Il va être là dans les moments qu'il faut passer en zone défensive. Il va être là sur le power play. Ça va être le gars qui va passer le plus de minutes. En fin de match, Chabot, c'est selon moi le meilleur joueur de cette équipe-là. C'est le joueur le plus important pour cette équipe-là. Avec Brady Tkachuk. Je suis vraiment content de son début de saison. Il a l'air de s'être amélioré dans sa propre zone. Et aussi, on peut évidemment parler de son partenaire pour une majeure partie de la saison pour le moment. Artem Zub a eu un début de saison à quoi on s'attendait, je pense. Belle production. Pas nécessairement offensive, mais je pense qu'il a quand même été assez bon à appuyer l'attaque et à la ligne bleue. Mais défensivement, il donne tout le temps de la bonne confiance à Chabot, puis c'est vraiment nice qu'on y ait trouvé un partenaire. Tu dis pas offensif, mais c'est quand même le meilleur pointeur des défenseurs avec 5 points, devant Thomas Chabot. Ouais, mais à date, nos défenseurs n'ont pas eu beaucoup de production. Non, effectivement. Mais oui, pour en revenir à Artem Zub, là, moi, je lève le chapeau à lui qui l'a trouvé en Russie, puis qu'il a donné le cue à Pierre Dorion de le signer. Moi, je le louange, cette personne-là, je ne sais pas c'est qui, mais gros thumbs up parce que quel défenseur important pour notre pauvre brigade défensive, parce que Artem Zub, peu importe avec qui on le met, il rend son partenaire meilleur. L'année passée, il jouait avec Brandstrom, je me trompe pas, puis il rendait Brandstrom beaucoup meilleur qu'il est. Puis là, cette année, on l'essaye avec Thomas Chabot, puis Thomas Chabot a steppé up sa game en grosse partie grâce à Artem Zub. Donc, ça enlève un poids à ses épaules avec qui joue. T'sais. Chabot, il n'a pas besoin de trop réfléchir à son partenaire. T'sais. Il sait qu'il est là, qu'il est fiable. Il va faire qu'est-ce qu'il a à faire. Mais oui, effectivement, c'est rare on peut dire qu'on va chercher un joueur qui est pas repêché, que tu vas pas chercher dans une transaction, puis qui devient un joueur dans ton top 2, top 3, que ce soit à l'avant ou à la défense. T'sais, quand tu ramasses un joueur d'habitude au balotage ou des affaires comme ça, c'est plus un espèce de patch que tu viens appliquer. Mais là, je pense qu'on peut le voir comme un atout pour vraiment le long terme. Là.
Ouais, moi je pense qu'il va être là pour longtemps. C'est plate peut-être qu'on l'ait signé pour 2 ans, mais je pense qu'on va être capable de le signer après. Mais en plus d'être aussi solide défensivement, puis toujours aider les autres défenseurs, puis le monde avec qui joue, c'est un gars que les fans adorent. On crie son nom quand il touche la rondelle dans le CTC. Puis pour le monde qui sont sur TikTok, tout le monde fait des jokes sur lui à propos de comment c'est une légende. C'est vraiment quelqu'un qu'on aime, puis que il a du talent sur la glace aussi. Fait que c'est parfait comme JP t'a dit. Je félicite vraiment la personne qui est allée le chercher. Mais après ça, quand tu checkes les 4 autres défenseurs, c'est là que ça fait mal. Peu importe ce qu'on a essayé, on a essayé de mettre n'importe qui ensemble. Ça a été Zaitsev, Mété, Josh Brown et Del Zotto Holden. Il y a eu du positif là-dedans avec Nick Holden. Je pense qu'il a été quand même très solide pour le moment. Je l'ai pas vu faire vraiment d'erreur, ce que tu veux voir d'un défenseur. Mais on peut vraiment pas dire la même chose pour Del Zotto, Mété et Zaitsev. Les 3, ça a été terrible. Autant Mété qui a pas beaucoup d'expérience dans la NHL, que Del Zotto qui a joué 750 matchs, qui on dirait que c'est une recrue. Les erreurs défensives, les 3. Si tu mets Zaitsev avec Mété, les 2 ils sont jamais en position, puis ils savent pas ce que l'autre va faire. Del Zotto, lui, c'est juste des erreurs courantes à chaque match, il sait pas quoi faire avec la puck. Puis tu pourrais mettre Del Zotto avec Mété, Zaitsev avec Josh Brown, Josh Brown aussi qui est un gros problème. Tu pourrais essayer n'importe quel pairing. On les a tout essayé cette saison. Il y a rien qui marche, honnêtement. Del Zotto est arrivé comme un joueur offensif dans la ligue. Il a fait ses années. Il est arrivé comme un producteur sur le power play. Je serais prêt à vivre avec ses erreurs s'il nous en donnait plus au niveau de l'offensive, mais il donne pas. Puis je pense qu'on peut s'y attendre un peu, là, veut pas à l'âge qui est rendu, mais quand même, tu sais, au moins soit stable, soit efficace en défensive, puis dans un 2 contre 1, fais pas juste mettre ton bâton entre les 2 gars comme en prolongation le jour, là, c'est... Ouais. Ça n'a pas l'air d'un gars d'expérience. Pour les amateurs de statistiques, pour les défenseurs que tu viens de nommer, Phil. Oh boy. Donc, Michael Del Zotto, c'est 2 points en 6 matchs, un différentiel de -6. Nikita Zaitsev, c'est 1 point en 11 matchs, un différentiel de -4. Josh Brown, c'est 0 point en 12 matchs, différentiel de -4. Nick Holden, c'est 1 point en 10 matchs, différentiel de -6. Et Victor Mété, c'est 4 points en 9 matchs, différentiel de -5. Donc, les 5 défenseurs, on peut considérer comme réguliers, outre Zub et Chabot, sont tous dans les moins. Chabot puis Zub sont à +3 puis à +2, si je me trompe pas. Fait qu'on peut-tu blâmer DJ Smith de mettre autant sur la glace? Je veux dire, quand ils sont sur la glace, on est safe. Mais c'est exactement ça qui fait mal, c'est que notre bottom 4 est tellement mauvais que on est rendu au point qu'on n'a pas le choix de séparer Zub puis Chabot. Ça a été notre meilleur pairing, puis là dans les 2-3 derniers matchs, il a fallu mettre Zaitsev avec Chabot, il a fallu mettre Zub avec je pense qu'il a joué avec Del Zotto, il a joué avec plusieurs joueurs différents. Puis Zub, je suis jamais inquiet, mais Chabot, lui, il va être un petit peu moins bon quand il joue avec Zaitsev que quand il joue avec Zub. C'est juste ça qui arrive, puis c'est plate. Mais Zaitsev, lui, ça l'améliore. Il a pas fait autant d'erreurs depuis qu'il joue avec Thomas Chabot, mais faut que tu t'attendes à ça. Fait que là, tu sais, on avait un bon pairing, puis maintenant on n'a plus. Puis là, la COVID a frappé. Puis il y a beaucoup de jeunes défenseurs qui sont montés. Je pense que ça vaut la peine d'en parler un peu. Il y a eu Dylan Hetherington, un gros défenseur de 6 pieds 4. Il a pas beaucoup joué hier, mais il y a eu quand même relativement un bon match. Et Lassie Thompson, qui a eu son premier match dans la NHL. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance hier? Ben, moi, pour en revenir à Dylan Hetherington, là, il m'a bien épaté. Pour un défenseur à style défensif. Il a joué quand même un bon match parce que, veut pas, au début du match, on a perdu Artem Zub. On est tombé à 5 défenseurs, dont un défenseur recru, dont Hetherington qui arrivait à la ligne américaine. Donc, on va se retrouver avec 2,5 défenseurs parce que l'autre défenseur, c'était Michael Del Zotto. Dans l'ensemble, Hetherington a quand même bien joué. Puis Lassie Thompson, une petite statistique, il est devenu le premier joueur de l'organisation avoir un record de temps de jeu de 22 minutes 29 secondes à son premier match avec l'équipe. Donc, il a écrit l'histoire à son premier match à la Ligue nationale. C'est la preuve que DJ Smith a fait confiance, puis pourquoi tu y ferais pas confiance? Hier, il avait de l'air d'avoir beaucoup plus d'expérience que Del Zotto qui en a joué 750 et lui 0. Il était solide défensivement. Il fallait à un moment donné, c'était Del Zotto qui s'est fait complètement déjouer. C'est lui qui a changé de bord, qui est allé couper le jeu. Il a fait ça à plusieurs reprises durant la soirée. Je trouve qu'il y a eu un super bon match. Puis comme tu as dit, il a joué beaucoup. Je pense pas qu'il a jamais vraiment fait d'erreur. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que ça nous montre que ça pourrait clairement être un futur partenaire pour Thomas Chabot. Puis si c'est pas pour Chabot,
ça pourrait être pour Eric Brandstrom, pour un défenseur un petit peu plus offensif. Je pense qu'il pourrait aider à stabiliser notre défense. Très fier de son match. Il a de l'air d'un joueur qui est prêt pour jouer dans la NHL, mais ça fait mal au cœur de savoir que quand Josh Brown va sortir de la liste, il va prendre sa place. Mais je pense que c'est bien de le faire poursuivre son apprentissage avec la Ligue américaine. Je penserais pas qu'on doit l'envoyer tout de suite dans la gueule du loup. Là, on a vu un peu un approximatif de ce qu'il est capable de faire. Là, il a fait une belle première impression. Là, probablement qu'il va jouer peut-être un deuxième puis un troisième match. Mais moi, je suis d'accord de le retourner puis qu'il prenne du galon encore à Belleville. Mais ça va être le prochain, je pense. Ça va être le prochain. Je pense qu'il y a une longueur d'avance sur JBD. Il y a une longueur, tu sais, là, il y a une longueur d'avance sur pas mal tout le monde là-bas, je crois. Fait que c'est qui à être rappelé, ça va être lui ou Brandstrom, tant et aussi longtemps qu'ils vont continuer à faire des expériences avec Brandstrom. Mais il est pas mal le prochain sur la liste encore. Ouais, puis Brandstrom, on pourrait en parler, mais sincèrement, moi je trouve qu'il a un bon match, sauf que il a pas l'air de marcher dans le système de DJ Smith avec sa grandeur puis son style de jeu. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais si Brandstrom, on le garde puis il continue de s'améliorer, je voudrais qu'on regarde un peu. Avant qu'on regarde nos duos de défenseurs dans le futur, on pourrait parler de ceux-là qu'on voudrait voir cette saison si on oublie la liste de COVID. Pour commencer avec vous, c'est quoi les duos que vous pensez qui fonctionneraient avec les 6 défenseurs réguliers? En fait, moi, je reviens avec Chabot et Zoub. Je pense que ça a été un duo qu'on a besoin de sa glace pour avoir du succès. Moi, je veux voir Brandstrom dans le line-up, quoi qu'il arrive. Donc, je fais un match Brandstrom-Zaitsev. Zaitsev connaît pas un bon début de saison, mais l'année passée, il avait joué du gros hockey, donc je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé entre l'année passée et les 13 premiers matchs de la saison. Mais il joue plus avec Chabot, tu sais. Il joue plus avec Chabot. Mais là, c'est parce que c'est ça. Là, il s'est fait passer dans l'échelon par Zoub. Donc, je mettrais Brandstrom avec Zaitsev, puis je compléterais ma brigade défensive. Il n'y a aucune bonne option. Mets un bâton dans le milieu, puis sépare un bâton de chaque bord, puis ça va être ça les pairings. Hein. En fait, moi, il y en aurait une bonne option. Ça serait Nick Holden, mais tu le fais jouer avec qui? Avec Mété, Del Zotto ou Josh Brown? Est-ce que Holden a joué tous ces gars-là depuis le début de la saison ou ben il y a encore des matchings à faire? J'ai aucune idée, mais tu sais, c'est parce que toi, t'as déjà Brandstrom, fait que moi, je pense pas qu'on devrait avoir Brandstrom et Mété qui jouent en même temps. Fait que j'irais avec un Del Zotto, honnêtement. Je pense que j'irais avec un Del Zotto Holden, c'est mon 3e pairing. La modification que moi je ferais, c'est... Après son match d'hier, ça me tente vraiment d'en voir plus. Je mettrais Lassie Thompson avec Brandstrom sur le 2e pairing. Faudrait peut-être en avoir un peu plus, mais je pense qu'il a quand même fait un bon temps à Belleville. Puis clairement, il est capable de jouer dans la NHL, il est capable de compétitionner dans la LNH. Puis je pense que, évidemment, lui et Brandstrom, ils se connaissent bien. Ils ont joué quand même un bon bout de temps ensemble. Fait que je suis sûr que ça serait une paire qui pourrait fonctionner. Puis là, ça descend une 3e paire de Holden Zaitsev. Je suis certain qu'on peut travailler avec ça. Fait que là, dans le fond, tu es en train de me dire que tu mettrais Lassie Thompson sur ton quatuor à la défensive. Donc, minimalement, c'est 18 minutes de temps de jeu sur le top 4 environ. Tu es prêt à dire que Lassie Thompson est capable de jouer 18 minutes dans la Ligue nationale de façon quotidienne? Je pense que oui. Ce que je pense, parce que là, je pense que c'est peut-être de là que vient ton processus, Phil. Là, on regarde au début de l'année, on a quoi, une douzaine? 13 matchs. Je pense qu'il y a juste Arizona qui est présentement pire que les Sens. Je pense qu'ils se sont creusés un trou qui va être vraiment difficile à remonter si on parle de playoff. Est-ce que probablement qu'ils peuvent avoir une fiche un peu plus respectable d'ici la fin de l'année avec la gang qu'ils ont là? Probablement, mais c'est quand même à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait rendu au début de l'année? Est-ce qu'on dit, commençons le processus peut-être un peu plus tôt avec des joueurs comme Lassie Thompson, puis laissons faire des expériences comme les Del Zotto, puis les Holden, puis ces gars-là, un peu comme on a fait l'année passée. C'est un peu le même scénario que l'année passée. On a amené des gars qui finalement sont en train de se faire dépasser. C'est un risque à prendre, mais le risque, c'est d'amener un jeune d'y mettre un peu de la broue dans le toupette qui est pas prêt à avoir, tu sais, ou on le voit comme tu vas venir grandir avec le gros club. On a seulement 3 victoires cette saison, fait que je pense qu'à ce point-là, on peut essayer des choses. Puis Lassie Thompson, essaye-le une coupe de match. Si vraiment ça marche pas, tu peux le renvoyer, mais là, il faut qu'on essaye de quoi? Il faut qu'on essaye des nouveaux joueurs. Lassie Thompson, lui, il a pas été là pendant toutes les défaites. Il est prêt à jouer. C'est une nouvelle ligue pour lui. Fait que je pense qu'il va avoir faim pour scorer des buts. Mais là, tu viens de parler d'un échange, justement.
il y a quand même des options d'échange pour un défenseur qui serait là pour une ou 2 années, sauf que je veux vraiment pas sacrifier aucun de notre futur pour aller chercher un défenseur, surtout s'il reste 2-3 ans à son contrat. Parce que si on veut finir sur une note positive, justement, ce qui est positif avec les Sens, ça fait longtemps que ça l'est, c'est le futur. La relève à la défensive des Sens, des gars comme Jacob Bernard-Docker, des Eric Brandstrom, justement, Jake Sanderson, Tyler Clevin, qui sont encore à l'université. Lassie Thompson, qui a eu son premier match là, hier, on a vraiment une très bonne relève à la défensive. Je pense que ça vaut la peine d'attendre un petit peu. Faudrait peut-être faire quelques changements, mais je pense que ça vaut la peine d'attendre la relève parce que on a un maudit beau futur. On parle pour jaser, là. Vous parlez de transactions et tout, là. J'ai lancé une question sur le groupe des fans des Sénateurs sur Facebook, sur des rumeurs que, comme potentiellement, Joe Sakic voudrait peut-être échanger Samuel Girard, défenseur qui a signé une prolongation de contrat de 7 ans, je crois, à 5 millions par année. Puis là, son contrat commence à balancer sa masse salariale de l'Avalanche du Colorado en raison de l'éclosion de Bowen Barham. Donc, vous, un gars comme Samuel Girard, si je vous dis, demain matin, Joe Sakic appelle Pierre Dorion, demande Eric Brandstrom pour Samuel Girard. Peut-être. Bon, je dis one-on-one, là, mais peut-être que les Sénateurs devraient rajouter quelque chose d'autre. Mais Eric Brandstrom plus quelque chose contre Samuel Girard, est-ce que vous le faites? Sachant que Samuel Girard vient automatiquement, selon moi, améliorer la défensive des Sens. Juste avant, c'est un défenseur gaucher. Défenseur gaucher, ouais. Je pense premièrement que one for one, pour Brandstrom, jamais de la vie, Joe Sakic. Je pense pas qu'il accepterait ça. Il demanderait... Fais attention, des fois, ils sont prêts à faire des échanges comme ça pour se libérer de la masse salariale. Ouais. Mais je serais vraiment pas surpris qu'il demande un pick dans les premières, deuxième rondes, honnêtement. Parce que Samuel Girard, avec son gros contrat, ça fait mal à l'Avalanche, il faut qu'il s'en débarrasse. Nous autres, on a la place, évidemment. Ça serait une excellente deuxième option pour Chabot. Puis Eric Brandstrom, c'est juste que je pense qu'il pourrait avoir un bon futur dans beaucoup d'autres équipes de la NHL, mais avec sa grandeur et son style de jeu, exactement comme je l'ai dit tantôt, on dirait que ça marche juste pas avec DJ Smith, ça marche pas. Samuel Girard, c'est un autre gars de 5 et 10, là. Oui, c'est pas un géant, là. Oui, mais c'est un gars qui a un petit peu plus d'expérience qu'Eric Brandstrom. Il a prouvé qu'il est capable de jouer dans cette ligue-là, mais dans le système du Colorado. Est-ce que, tu sais, qui est plus basé sur la vitesse, qui est plus basé sur la relance, le contrôle du jeu, il est peut-être pas habitué parce que Brandstrom, ce qui fait mal, là, c'est le nombre de fois qu'il se fait débattir là, dans la bande, là, ça n'a même pas de bon sens. Il se relève tout le temps, puis il a tout le temps l'air correct, mais tu peux jouer 15 ans dans la Ligue nationale de même. My God, ça va finir par être dur sur le corps. C'est des petits jeux en zone défensive. Ça fait une minute et demie qu'on est pris dans zone défensive. Brandstrom a finalement rondelle. Ça prend juste un gars un peu plus fort que lui. Il lève le bâton avec aucun effort, puis il se tourne de bord, il part avec. Fait que je pense pas qu'il va marcher dans le système des Sens. C'est malheureux parce que moi, je l'aime, Brandstrom, puis je pense qu'il y a un bon futur. Il pourrait avoir un bon futur dans cette équipe-là. Ça va être un super bon défenseur, selon moi, top 4 dans beaucoup d'autres équipes de la LNH. Peut-être pas au Colorado, on va voir ce qui arrive. Mais je pense que je serais prêt à faire cet échange-là pour Samuel Girard. En terminant, Phil, c'est quoi la solution là, présentement? Est-ce que c'est de conserver statu quo puis espérer que le vent change de côté et que la défensive progresse et s'améliore? On fait un échange pour brasser tout ça ou on lance dans la gueule du loup nos jeunes loups comme JBD, Lassie Thompson, puis on leur fait prendre du galon dans le meilleur et pour le pire? Je pense que ça serait négatif pour notre reconstruction, qui est selon moi pas exactement terminée. Je pense que ça serait mauvais pour la reconstruction de dire à JBD puis pas Lassie Thompson mais JBD puis des Hetherington comme ça, allez-y jouez, on n'a pas le choix, mais en même temps il faut qu'on essaye des choses. Fait que c'est là que je reviens à mon Lassie Thompson. Je pense que ça serait une chose qu'on devrait essayer. Mais sinon, on n'a pas le choix de continuer. Chabot Zoub, évidemment, il reste là. On n'a pas le choix d'essayer des choses. Ça marche juste pas en ce moment. Toute notre bottom 4, on a essayé tellement de duos. Ça fonctionne pas. Ils sont pas capables de jouer en zone défensive. Ils ont aucune, en anglais, c'est chemistry. J'oublie toujours le mot en français. Ils ont aucune chimie entre les deux. C'est ça. Je pense pas qu'il faut faire d'échanges. Je pense pas qu'il faut paniquer. On est encore une jeune équipe. Fait qu'on va attendre puis voir ce qui arrive. Parce que dans le fond, veut pas, là,
quand on dit la reconstruction est terminée, je pense que la reconstruction est terminée. Je pense que les sénateurs ont les éléments qui vont être là dans le futur. En avant, on est vraiment proche. Même qu'on est peut-être à peu près là, avec Pinto qui peut-être l'année prochaine va vraiment se concrétiser à sa position. À la défense, on a les outils, mais ils sont pas prêts encore, sont pas là encore. JBD pas là encore. Lassie Thompson est à la limite. On fonde beaucoup d'espoir sur un gars comme Sanderson, mais on sait, là, les défenseurs, c'est long. Là, arriver dans la Ligue nationale, s'adapter, devenir solide à ta position, ça se fait pas en un an. On voit des avants arriver là une année, puis tout dominer, puis c'est rare qu'on voit une recrue de l'année qui est un défenseur. Les avants vont arriver, ils vont se concentrer sur leur jeu offensif, ils vont remplir le net, puis ils vvont avoir le Calder. Mais un défenseur, c'est plus long. Est-ce que cette année, c'était l'année? Non. Oui, c'était terminé le rebuild, mais pas prêt à prendre un pas de plus, je pense pas. Fait que, oui, il faut être patient. Moi, je pense qu'il faut pas hypothéquer qu'est-ce qu'on a comme relève à la défense pour régler un problème à court terme. Faut pas paniquer. C'est plate. On se voyait faire un pas de géant cette année ou un bon pas. Ça va peut-être arriver quand même. Je pense pas qu'ils vont finir dans le fond du classement. Les choses vont se replacer. COVID aide pas. Les blessures aident pas. Fait que c'est ça. Fait que moi, à mon avis, essayons des choses, mais je suis pas prêt à hypothéquer le futur pour régler quelque chose de cette année. Mais là, je pense que ça vaut la peine de finir sur une note positive. Si on s'imagine dans à peu près 3 ans, Chabot, Zub, Sanderson, Thompson, JBD avec Cleven ou Brandstrom. On a une très belle relève, puis je pense qu'on va être une très bonne équipe dans les années futures. Merci Phil d'être venu nous voir aujourd'hui. C'était super le fun de parler avec toi des défenseurs, puis on se reparle dans un prochain épisode, c'est certain. Dans un instant, on reçoit l'artiste Squirrel Noir. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Alors, on vous en parle depuis le tout début du podcast. Il est le compositeur de la musique thème de la brigade, originaire de France. Il s'est établi à Ottawa, adopté la ville et son équipe de hockey, Squirrel Noir. Bienvenue à la brigade. Ouais, vraiment, vraiment content de faire un épisode avec vous et de jazzer des scènes. Ouais. Squirrel, on aimerait ça mieux te connaître un petit peu. On sait que tu es un fan des scènes, on sait que tu es un artiste, que tu chantes, que tu fais de la musique, mais au-delà de ça, qui es-tu? C'est une bonne question. C'est ça, je suis un jeune homme qui est né en France et puis qui rêvait du Canada depuis tout petit, en fait, un peu de sa culture en général. Puis j'ai trippé sur le hockey assez jeune. Et puis finalement j'ai réussi à trouver un travail dans la région d'Ottawa puis à venir, puis ça fait 5 ans que je suis là, et puis j'ai été officiellement adopté par le pays il y a quelques semaines, donc je suis officiellement félicitations. Merci, donc c'est vraiment une grosse étape dans la vie. Puis c'est ça, en parallèle on fait de la musique. J'ai reparti ce projet-là, Squirrel Noir, vraiment en arrivant à Ottawa, parce que je me suis dit ma vie repart entre guillemets à zéro, on va tout repartir à zéro. Et puis c'est ça, je bâtis maintenant depuis 3-4 ans ce projet-là. La pandémie, c'est sûr que ça a été difficile, ça a mis un gros frein, mais là la vie commence à repartir un peu pour tout et pour mon projet aussi, donc je suis très content. C'est ça, d'être présent, de reprendre aussi l'activité musicale et de vous jaser ce soir. Parce que là, t'as pas choisi une région, comment je peux dire ça? Tu sais, veux pas Ottawa, la culture en français. Oui, il y a une communauté franco-ontarienne, il y a l'Outaouais, mais veux pas comment tu vis ta musique en ce moment dans la région d'Ottawa? En fait, figure-toi que ça va super bien. Effectivement, il y a une communauté que toi tu connais bien, des franco-ontariens. C'est celle-là pour laquelle je travaille aussi. Et je me rends compte qu'il y a vraiment une communauté très soudée et qui va supporter les artistes dès qu'il y a cette démarche. C'est presque politique de chanter en français dans le Canada anglophone, et ça les francophones hors du Québec le sentent vraiment, et il y a vraiment un accueil chaleureux, un soutien chaleureux, et moi j'ai vraiment trouvé ma communauté d'adoption. Je suis vraiment bien avec ça. Et aussi il y a de plus en plus, surtout à Ottawa, un intérêt de la scène anglophone sur les projets francophones, et ça c'est intéressant aussi. Il y a souvent eu, je pense, cette barrière un peu culturelle de ces deux solitudes, et j'ai l'impression que c'est en train un petit peu il y a des artistes qui poussent, puis tu sais, moi je travaille aussi beaucoup avec des artistes de l'Ouest, où eux la ligne entre le français et l'anglais est encore plus mince qu'ici, où on est quand même proche du Québec.
Et eux, ils sont vraiment pas gênés en fait de switcher entre les deux langues. C'est vraiment intéressant. Ils arrivent à avoir un public anglophone qui les suit sur des projets francophones. Donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment une richesse en fait. Peux-tu nous parler un petit peu de ton style musical, de qu'est-ce qui t'inspire, comment tu... Ben, t'as d'ailleurs sorti une chanson il y a pas longtemps. Tu veux nous en parler? Ouais, cette chanson, ça a été vraiment un virage dans le style musical justement que tu parlais. Au début, j'étais un peu rap alternatif. Puis je me suis vite rendu compte qu'il y a des codes dans le rap dans lesquels je me reconnaissais pas. Et moi j'ai aussi un background, j'ai fait beaucoup de choses en termes de musique. J'étais dans un band de post-hardcore étant plus jeune, c'était mon premier band. Il y avait comme cette énergie qu'on retrouvait dans mon projet Squirrel Noir. Mais j'ai aussi eu un band indie pop où je faisais vraiment de la musique. C'est là en fait où j'ai commencé à faire du beatmaking. Et j'ai voulu ramener cette touche un peu plus pop, un peu plus douce dans la musique. Donc je te dirais maintenant mon projet, et puis on est en train de travailler sur un album qui va être indie pop, rap, pop synth. Est-ce que t'as toujours eu une attirance envers la musique ou bien c'est à partir d'un certain âge que tu t'es dit c'est ça que je veux faire ou bien c'est vraiment la chose qui m'intéresse? J'ai toujours trippé sur la musique. Je pense que même étant petit, très très jeune, ma mère me disait que je chantais tout le temps des mots en charabia là, mais je chantais tout le temps. Puis un jour on m'a mis une guitare dans les mains, puis tu sais comme tout enfant tu gosses la guitare, puis la personne qui me l'a mis dans les mains elle a dit il sait déjà comment la tenir, il y a peut-être quelque chose à explorer. Puis cette personne-là m'a donné une guitare et puis j'ai appris dans mon coin et ça m'a toujours suivi. Puis j'ai fait mes études là-dedans. Puis aujourd'hui je travaille là-dedans et j'ai un projet musical. Donc ça a toujours fait partie de moi. Donc c'est à partir de la guitare. Au moment que t'as reçu une guitare, c'est là que ça a parti. Est-ce que tu joues beaucoup d'instruments? Je les joue pas bien, je suis autodidacte, mais je suis capable, par exemple, si j'ai un piano dans les mains, je suis capable de gosser. Je joue de la basse, je joue de la guitare. Et après, c'est drôle, j'ai entendu dire ça, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Je joue aussi de l'ordinateur, du coup, vu que je fais toutes mes tunes à l'ordinateur, donc je joue de l'ordinateur. Du clavier, ouais, cool. Là, tu nous as dit que la guitare a déclenché la passion pour la musique, mais on veut savoir quel objet a déclenché la passion pour le hockey et pour les Sénateurs. Alors le hockey, je te dirais que c'est venu avec NHL 06. C'est en fait. C'était qui sur le cover, celui-là? Je l'avais, je pense. 2006, je pense que c'est pas Vincent Lecavalier? Je pense que oui. Oui, je pense que c'est ça. Je vais vérifier, mais si vous l'avez, là, vous m'épatez. Là. Ouais, non, je pense que t'as raison. Exactement. Vincent Lecavalier, hein? Ouais. Donc ça a commencé avec ça, parce que si tu veux, tout le monde jouait à FIFA en France, puis moi j'avais eu accueilli une américaine qui venait comme découvrir un peu la France chez nous, puis qui m'avait initié un peu à la culture nord-américaine, au sport nord-américain. J'accrochais pas tant avec le football. Et le hockey c'est vraiment venu me chercher parce que étant petit je faisais aussi du skate, donc j'aimais les sports de glisse, etc. Je faisais du roller et du coup ça venait me chercher pour moi des gens qui étaient sur quelque chose qui ressemble à des rollers puis qui jouent à un truc qui ressemble à du soccer finalement. Et donc j'ai commencé comme ça, mais c'était difficile de m'accrocher à une équipe parce que tu sais dans ce temps-là c'était difficile d'avoir un lien stream pour suivre la ligue. Après mon amour pour les Sénateurs c'est venu bien plus tard, mais c'est plus dans 2010-2011 que j'ai commencé à suivre vraiment assidûment le hockey avec les Canucks, leur folle ascension jusqu'à la finale, puis cette déception ultime contre les Bruins de Boston. Puis quand tu commences à t'intéresser au hockey, facilement tu t'intéresses aux Canadiens parce que c'est là que l'information en français y est. Donc au début, moi, je m'intéressais plus aux Canadiens, puis mon entourage québécois avec lequel je correspondais était plus pour les Canadiens. Puis en arrivant, en fait, mais il y avait quand même des joueurs que j'aimais beaucoup chez les Sénateurs. Il y avait Alfredson, puis il y avait Carlson, bien évidemment. Carlson, pour moi, c'était genre le modèle ultime d'un défenseur élégant, puis fort, puis c'était magnifique à le voir jouer. Donc c'est sûr que je prenais plaisir à les voir jouer quand ça jouait contre le Canadien. Et puis il y a des choses avec l'organisation du Canadien et les fans et les médias qui m'ont tellement gossé. Et quand je suis arrivé à Ottawa, bien évidemment j'ai été voir les Sénateurs une couple de fois, donc déjà tu t'attaches à la ville que tu vas voir jouer, et puis tout l'amour qu'il y avait envers l'équipe, et même quand il y avait des déceptions c'était pas grave. Les fans sont passionnels mais sont pas aussi durs qu'à Montréal, je trouve, et j'ai vraiment aimé ça. Et c'est ça qui fait que je me suis accroché aux Sénateurs. Puis moi, quand Claude Julien a pris la barre de Montréal, c'était
impossible pour moi que l'entraîneur de Boston qui a bitché sur Montréal soit embauché par Montréal. Donc pour moi, ça a été le divorce. Puis du coup, naturellement, j'ai switché sur les Sénateurs. Et tu vois, malgré la reconstruction, etc., je me suis tellement attaché à l'équipe que je peux pas comme retourner ma veste puis dire maintenant je suis un partisan de Montréal. Non, c'est comme c'est Ottawa, puis je me suis vraiment attaché à l'équipe. C'est pas toujours facile avec l'organisation, mais j'aime les partisans, j'aime l'équipe, j'aime tout ça. Le groupe de partisans est moins gros qu'à Montréal, mais ceux qui sont dedans à fond, là. Vraiment, puis je veux pas faire des généralités, mais tu sais, je le vois, on est sur un groupe où on parle, puis j'ai l'impression qu'il y a plus de débats constructifs, c'est moins blanc ou noir des fois. Voilà, ça parle plus hockey, puis il y a plus des échanges d'opinions qui sont intéressants. Moi j'aime vraiment ça, échanger sur Nick Paul en ce moment, tu vois, comme j'aime ça, j'aime vraiment ça. Il y a un bel amour autour de l'équipe, puis tu sais, faut peut-être être un peu fou pour prendre pour les scènes, surtout après les années qu'on traverse, mais comme on commence à voir les jours meilleurs arriver, puis ça fait du bien de se dire, écoute, on les a supportés dans les moments difficiles, puis là, on va sans doute goûter à des belles choses dans les prochaines années, puis je suis vraiment fier de ça. C'est ce qui nous caractérise en tant que fans, qu'on vit des années de misère, puis que ça se poursuit pendant des années, mais qu'on reste quand même fidèle à notre équipe. Ça, je pense que c'est la plus belle description d'être un fan des Sénateurs, puis d'être un réel fan d'une équipe aussi. Là. Tout à fait, c'est vrai. Puis t'es enduré toutes ces années de misère-là dans le but d'éventuellement, un jour, peut-être vivre le moment qui va durer genre 4 minutes où tu vas gagner, tu sais. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que je vis pas loin de la rue Elgin, puis j'ai appris en emménageant là que ça s'appelait la Sens Alley. Donc s'il gagne, le défilé de la Stanley sera là, donc j'aurai comme 3 blocs de chez moi là. Donc j'aimerais ça qu'il gagne. C'est parfait, ça. On va avoir une belle place à coucher si on va tout chez vous, ben oui. C'est ça, on fera le party. Sur ton balcon. Au-delà de NHL 2006, te souviens-tu la première fois que tu es allé voir un match, que tu as rentré dans un aréna? C'était au Canada, c'était un match des Sénateurs, un match préparatoire, Montréal-Ottawa. Et puis j'étais très content parce que Carlson jouait justement, donc il y avait juste des petits jeunes à Montréal, puis à la base j'aimais encore beaucoup Montréal, mais moi juste que Carlson, j'étais content. Je pense que c'est Ottawa qui avait gagné, puis j'étais content. Carlson avait fait un but en plus. La bascule en fait a été faite là, puis c'est Ottawa, la première équipe que j'ai vue finalement dans l'aréna d'Ottawa. Donc ouais. Puis voir un joueur comme Carlson en vrai, je pense que c'est le joueur que les Sens ont eu, que le voir en vrai, en personne, était le plus impressionnant. Là. C'était incroyable, puis c'est clair. Puis tu sais, ce feeling, t'es habitué de suivre le hockey à la télé avec des caméras, des gens qui parlent, puis ça, puis là tu rentres dans l'aréna. Puis je me souviens, j'étais quand même un peu tanné parce que la personne avec qui j'y avais été avait fait qu'on était arrivé en retard. Mais juste le feeling de rentrer puis d'entendre le bruit de la glace puis de pas entendre de commentateurs, entendre le jeu. Les rondelles frapper sur les bandes, genre. T'entends tout, man. C'est comme, et ça, j'oublierai jamais ce feeling-là. Tu sais, on était dans les 300 puis je suis arrivé avec cette vue plongeante et le son, l'atmosphère et tout ça, ça m'a marqué à vie, ouais. Et je pense que c'est de là que mon amour des arénas et vraiment le fait que j'ai un bug sur les arénas est venu, ouais. C'est vrai que c'est beau, par exemple, quand tu rentres dans un amphithéâtre, peu importe le centre belle ou ben ça sent bon. C'est quand tu tasses le petit rideau là qu'ils mettent pour couper l'accès entre la glace puis pour aller au restaurant ou ben les toilettes là. Que tu rouvres le petit rideau et tu vois l'amphithéâtre là, c'est ça le beau feeling. T'as comme la bouffée de fraîcheur d'en face là. Puis même là, je vais être un peu partisan, mais on va se le dire, d'extérieur, malgré que il soit loin de la ville puis que ce soit tannant, mais d'extérieur il est full imposant, il est full beau, vraiment beau. Tu sais, versus un Centre Bell ou il a changé, maintenant c'est plus le MTS à Winnipeg, mais tu sais, c'est pas si beau que ça d'extérieur, c'est comme un bâtiment puis tu saurais même pas que c'est une aréna dedans, que là tu le vois, c'est comme un stade. Tu le vois 5 minutes avant d'arriver. Tu sais, tu le vois de l'autoroute de loin. Puis tu c'est ça, c'est ce que mon frère me disait quand je suis allé dernièrement contre Washington, qui est un fan des Capitals. C'est ça qu'il m'expliquait. Lui, il habite à Montréal. Puis il me dit mot pour mot. C'est ça qui est le fun avec l'aréna des Sénateurs, c'est que quand on arrive, on le voit. Fait que ça nous montre l'excitation un peu plus. Ouais, c'est vrai. On s'en va voir une game de hockey. Contrairement au Centre Bell qui est à travers les buildings, puis on sait pas trop s'il est là ou pas là. Puis là, c'est que tu tombes dessus par hasard. Mais les Sénateurs, t'es sur l'autoroute,
tu le vois enfin, puis on le voit à travers tout le monde. C'est tous des petits buildings à côté, hein, fait que c'est ça qui fait un beau sentiment. David, est-ce que tu dirais que t'es une bébête rare ou si en France, il y a plus d'engouement pour le hockey qu'on pense ici? Mais en fait, j'ai appris que j'étais pas le seul. Figure-toi que quand j'étais en France, juste avant de venir au Canada, je commençais une chaîne YouTube sur le hockey où je faisais des comparatifs, j'expliquais un peu le sport pour le démocratiser. Et ça a très vite pris avec il y a une grosse communauté qui suit à la fois la NHL, mais qui suit aussi à la fois le championnat français, les championnats européens. Parce que le hockey en France est particulier, mais en fait le hockey en Europe est particulier, se calque un peu plus sur ce qu'est le soccer en termes de partisanerie. Tu sais, t'as des copes, ça chante, les gens regardent les games debout. T'as ce qu'on appelle des tifos, donc c'est ces grands draps, ces grandes œuvres d'art que les fans préparent. Et il y a vraiment un sentiment d'appartenance au club qui est différent ici en Amérique du Nord où c'est une franchise. Puis on vient ici pour un spectacle, tu sais, donc tu es spectateur d'un spectacle versus quand tu vas en Europe, tu vas comme pour tu vas dans ton club en fait. C'est vraiment c'est presque religieux l'histoire du sport européen à ce niveau-là. Et je te dirais que ça commence par exemple, le hockey commence en France à se développer depuis vraiment 10 ans, depuis qu'il y a eu la création de la fédération spécifique de hockey sur glace. Puis il y a des événements qui se sont faits comme la finale de la Coupe de France à Bercy. Donc Bercy, c'est notre amphithéâtre à Paris qui est comme 16 000 places puis qui ressemble le plus à un amphithéâtre d'Amérique du Nord. C'est complet à chaque fois, tu sais. Donc il y a vraiment il y a un engouement qui se fait, il commence à y avoir une diffusion télé de qualité avec la chaîne Sport en France. Donc les gens vont avoir tendance à être plus exposés, donc s'intéresser un peu plus. Ça s'en vient et puis tu sais maintenant avec l'internet c'est facile aussi de suivre les NHL, de suivre tout ça, donc je pense que de plus en plus de gens pognent la piqûre du hockey et c'est un sport qui se développe fortement en France. Ouais. C'est peut-être plus le décalage qui nuit. Mais moi tu sais je regardais les games, je commençais à 1h du matin là, puis des fois je m'endormais au milieu de la deuxième, mais je regardais pas mal toutes les games. J'étais très fatigué la semaine, mais les fans hardcore, je pense qu'ils le font là, comme. Je te pose la question, je sais pas si tu vas être capable de répondre à ça. Est-ce que tu sais si les jeunes qui font du hockey mineur cherchent à s'identifier aux joueurs de la Ligue nationale ou à s'identifier aux joueurs qui jouent dans les ligues européennes? Je pense qu'on manque encore de modèles en Europe. Ça va s'en venir. Tu sais, par exemple, un Texier. On avait eu Boson père puis Boson fils qui avait été repêché par le Canadien, Bellemare qui est un super beau modèle, Roussel, mais c'est sûr que veut pas c'est pareil. En tout cas j'ai fait un petit peu de roller hockey puis je me souviens que c'était pareil, les gens ils s'identifiaient au Crosby, au McDavid, okay. Donc ça reste quand même ces modèles là qui sont les plus accessibles pour nous. Ouais. J'imagine comme les jeunes ici qui jouent au soccer s'identifient au Messi puis voilà, Ronaldo, c'est des superstars puis ce qu'ils font c'est nous on a tu sais par exemple un joueur qui d'ailleurs en fait a été mon premier lien avec les Sénateurs, j'en ai pas parlé tantôt mais Dacosta qui a joué au Sens. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs les gens vont pas le voir à la maison mais j'ai sa carte recrue PSA 10. J'ai pas payé très cher mais je suis très content de l'avoir. Mais comme tu sais pour nous c'est une superstar puis en KHL c'est complètement fou ce qu'il fait, je pense que c'est l'un des meilleurs marqueurs de la KHL. Ouais, il va super bien. Mais tu sais veut pas ça sera pas un modèle à côté parce que le niveau de la KHL, tu sais je veux dire tu mets un McDavid en KHL, c'est monstrueux ce qui se passerait là, comme surtout avec l'espace de la glace qu'il aurait et le fait qu'il y ait moins de contact et que ça joue moins sur l'homme, je pense que c'est déjà monstrueux dans la Ligue nationale. Fait. C'est ça, c'est déjà fou ce qu'il fait. Non, mais pour vrai, c'est incroyable ce qu'il fait avec le jeu nord-américain. C'est fou d'avoir un gars si technique puis qui met autant de points par match. C'est assurément fou. Ouais. L'équipe de France aux Jeux Olympiques, est-ce que ça pourrait arriver un jour? Cette année, on est passé proche. J'étais presque sur le bord des larmes là, comme on avait un tournoi de qualification, puis je pense qu'on a perdu. On a gagné tous les matchs, puis le match ultime contre la Norvège, on a perdu 2-1. Quelque chose de même. Je pense que ça va s'en venir si ça continue à bien. Tu sais, on parlait tantôt de joueurs français qui arrivent de plus en plus sur NHL. Il y en a beaucoup plus que dans les 20 dernières années. Et ça fait du bien. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais je suis confiant sur ça. Je pense que ça va
ça va arriver. Il faut un petit vent de changement aussi en équipe de France, parce que c'est quand même beaucoup des vétérans là-bas, mais tu sais, comme ça, les jeunes vont pousser. Puis le fait que le championnat se développe en France, ça va pousser des jeunes aussi à faire du hockey un peu plus. Ce que tu viens de nous raconter, c'est avec des histoires comme ça que tu crées une passion chez des gens, tu sais. Tout à fait. Là, je vais faire un comparatif, puis c'est peut-être pas exactement la même chose, mais si on pense à l'équipe féminine de soccer canadienne qui a gagné l'or aux derniers Jeux olympiques, 10 ans passés, c'était inimaginable. Ouais, et puis c'est fou l'engouement que ça a créé. Elles sont venues jouer à Ottawa, le stade était plein. Puis ça, c'est une vitrine pour le sport. Puis tu sais, nous, ça a commencé en 2017, il y a eu le championnat du monde en France, puis il y a eu un exploit de la France qui, je pense, pour la première fois s'est qualifié en quart de finale, avait battu le Canada, avait battu la Finlande. Tu sais, comme ça avait commencé à allumer la mèche, parce que les gens du coup se prennent pour l'engouement. C'est comme, ok, il y a eu un exploit et il en faudrait d'autres. Là, ça a été un peu difficile les dernières années, mais écoute, c'est ça qui fait que les partisans continuent à aimer leur sport et leur équipe, hein, c'est l'espoir. C'est vrai. Puis tu sais ce que je veux dire par rapport à ça, on peut donner une comparaison entre la France puis l'Allemagne. Ça prend juste un joueur qui serait un joueur vedette de la Ligue nationale, un superstar, puis ça mettrait la France sur la map, puis ça crée un engouement encore plus pour la Ligue nationale. Tu sais, en 100%. Allemagne, ça développe les joueurs, tu sais, les jeunes joueurs de bas âge, les jeunes. Ça qu'on se voit comme Leon Draisaitl, des Tim Stützle, Fait qu'ils ont des modèles de chez eux qui percent la Ligue nationale, puis ça va devenir des super vedettes. Fait que je pense que la France, peut-être un jour, va avoir le même profil aussi. Là. C'est vrai. L'Allemagne, c'est fou, parce qu'il y a 10 ans, ils étaient même pas au championnat du monde. C'est ça. Mais ils ont développé ça de façon incroyable. Mais ils ont aussi, tu sais, leurs enceintes n'ont rien à envier aux enceintes nord-américaines là-bas. Tu sais, moi, vous le savez, je suis un tripeux d'arena, puis j'ai fait le tour des arenas sur Google en Allemagne. Il y en a 2-3 qui valent comme des centres belles. Là, c'est fou comment ils ont développé ce sport-là. Là, c'est un super beau modèle, l'Allemagne. J'aimerais ça être allemand des fois. Hey, en terminant, on a des petites questions à rafale pour toi. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. OK. Donc, avant un show, c'est quoi ta routine? Pas manger, pas boire, juste faire les 400 pas et puis aller accorder ma guitare pour être sûr que tout est prêt. Ok, fait que c'est un niveau de stress incroyable. Là. Ouais, je suis quand même quelqu'un d'assez stressé avant un show. Fait que toi, t'es pas capable de faire une sieste avant dans l'après-midi, là. Non, j'ai trop d'énergie. Mais c'est pour ça le non-squirrel. Tu sais, un squirrel, ça bouge partout. J'ai trop d'énergie, je peux pas... Ouais. C'est bon, c'est un bon comparatif. De qui tu t'es basé pour t'inspirer de ta musique? De plein de choses. C'est sûr que au niveau du texte... il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais te les dire en rafale, mais David Giguère, Nekfeu, Peter... il y en a beaucoup. C'est difficile en fait cette question-là quand tu me demandes. Ouais. Pas trop difficile, t'en as nommé 4. C'est bon, parfait. Non, mais t'as-tu un modèle principal, quelqu'un que t'admirais beaucoup quand t'étais plus jeune, mettons, là? Non, en fait, je tire vraiment beaucoup d'influence et de choses qui me plaisent, et mes modèles changent assez souvent, donc je me suis jamais dit j'ai envie d'être ce gars-là. Pas David Guetta, là. Non. Je te donne le choix de te réincarner le temps d'une journée en un artiste. Qui es-tu? J'ai-tu le droit de choisir un artiste mort? Ah oui. J'aurais aimé ça, Kurt Cobain, ça devait être le fun. Kurt Cobain, c'est okay. chaud. Kurt Cobain, ok. Je te donne l'argent dont tu as besoin pour aller voir l'artiste que tu veux partout dans le monde. Qui tu vas voir et à quel endroit? Oh, alors là, en ce moment, j'aimerais ça voir Hervé, qui est un artiste français, qui d'ailleurs m'inspire beaucoup. Puis j'aimerais ça le voir au Japon, parce que j'ai pas été au Japon, puis c'est un pays qui m'attire. Tu vois, j'avais comme un feeling que t'allais nous dire le Japon. McDo ou Tim? Ah, il y a les cartes de hockey en ce moment, donc Tim. Ouais. Grosse, influencé par les cartes de hockey. Logo des Sens en 2D ou en 3D et pourquoi? Ah, 2D, pour moi, ce logo sur lequel on est revenu est magnifique. Celui de la 3D, il marchait peut-être en 2007, mais il a mal vieilli. Et celui-là, en fait, il est tellement efficace, tu peux le dupliquer partout, il est simple à mettre en 2 couleurs. Moi, je le trouve trop beau, ce logo-là. C'est vrai. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Oui. Square, gros merci d'être nous voir. T'es-tu en show bientôt?
Écoute, j'en ai fait un hier. Pour l'instant, j'essaie de rebooker des affaires avec la pandémie, mais assurément, on va sortir des choses sur mes réseaux sociaux. Et puis, vraiment, un gros merci pour l'invitation. J'ai vraiment eu du fun à vous jaser. C'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème de La Brigade et pour sa présence aujourd'hui dans l'épisode. Nicolas Saint-Pierre, que vous avez pu entendre entre chaque segment, et aussi que vous pouvez entendre maintenant à TVA Sport, à la description de certains matchs des Sénateurs. On veut féliciter Nicolas pour ce nouveau contrat. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des Sens seront disponibles sur les ondes du 94.5 Unique FM, avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Sancartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. On s'en rejase.